on va passer à quelqu'un que vous connaissez, qui vient aussi de design, qui venait de Laval et qui maintenant est à l'autre bout du Canada, Isabelle Sperano et son collègue Robert Androuchot, qui vont nous faire la prochaine communication. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Alors, merci beaucoup à l'équipe d'avant et bonjour Isabelle. On présente ta communication sur l'expérience utilisateur et le gouvernement numérique, une exploration d'une approche participative. Alors, on te cède la parole à toi et à ton collègue, Robert Androuchot. Parfait, parfait. Donc, je vais juste partager ici. Isabelle est de McEwan Université, oui, en Alberta. Parfait. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Parfait. Donc, voilà, je m'appelle Isabelle Sperano. Je suis professeure en design, design numérique, design d'expérience utilisateur à l'Université McEwan à Edmonton, en Alberta, qui est au Canada, dans l'ouest du Canada. Pour les Français, peut-être vous n'êtes pas au courant. Donc, je vais aussi présenter avec mon collègue. Je vous présente une communication et une recherche que j'ai fait avec mon collègue Robert Androuchot, qui ne parlera pas pendant la présentation parce qu'il ne parle pas français, mais il sera là pendant la période de questions pour répondre à vos questions. Donc, je vous présente aujourd'hui la communication qui s'appelle « Expérience utilisateur et gouvernement numérique, exploration d'une approche participative centrée sur la pratique pour identifier des opportunités de recherche ». Donc, je vais faire une brève introduction. Ensuite, je vais vous parler de notre approche de recherche, notre méthodologie. Ensuite, la conduite de la recherche, un bilan et certains constats qu'on a pu faire et des éléments de discussion. Donc, au Canada, les gouvernements et partout dans le monde, dans beaucoup d'endroits dans le monde, les gouvernements fournissent de plus en plus de services à leurs citoyens par des moyens numériques. On l'a vu ce matin avec les présentations de Martin Boucher de Québec.ca notamment. Cette convergence place les médias numériques, sites web, applications, réseaux sociaux au cœur des activités de la plupart des citoyens lorsqu'ils communiquent avec le gouvernement. Cependant, de nombreux utilisateurs peinent toujours à naviguer efficacement dans ces écosystèmes. Donc, on revient avec le concept d'écosystème complexe et ainsi à localiser les informations nécessaires à la réalisation de leur quête d'information ou de leurs tâches. La mise en place et la maintenance de ces écosystèmes numériques nécessite l'intervention d'équipes multidisciplinaires, donc en informatique, en rédaction, en design, en marketing. Parmi elles, on trouve des experts, ce qu'on appelle les experts en design d'expérience utilisateur. Donc, on peut parler ici design d'interaction, architecture d'information, design de service, un peu le même univers que Jacinthe décrivait un peu plus tôt. Donc, grâce à leur approche qui est centrée sur l'humain, ils peuvent contribuer à faciliter l'expérience du citoyen à travers un écosystème informationnel d'une organisation. Donc, dans le cadre de ce projet de recherche, notre équipe de recherche, qui est moi et mon collègue Robert, on s'est intéressé à la conception et le design d'expérience utilisateur dans les grandes organisations gouvernementales. Donc, dans cette première phase, donc là, ce qu'on vous présente ici, c'est vraiment les résultats d'une toute première phase de recherche où nos objectifs, c'était d'explorer les possibilités d'une approche de recherche participative axée sur la pratique, d'identifier des opportunités de recherche liées à l'expérience utilisateur dans des grandes organisations publiques et d'identifier aussi des opportunités de collaboration pédagogique pour notre baccalauréat de 4 ans en design graphique, design numérique, qui est assez semblable au baccalauréat que Jacinthe décrivait aussi plus tôt. Donc, notre approche de recherche et notre méthodologie, ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche en design d'expérience utilisateur est assez naissante. C'est toutefois un domaine professionnel qui est prolifique et qui évolue rapidement, qui évolue très rapidement. L'observation et l'examen de la pratique peut offrir un riche potentiel de recherche et à l'inverse, les connaissances qui sont développées par la recherche ont le potentiel de contribuer de manière significative à l'évolution, à l'enrichissement des pratiques professionnelles. Donc, dans notre projet, on a adopté une approche de recherche centrée sur la pratique. Donc, en anglais, on appelle ça « practice-led
Research, PLR. Donc, on peut la décrire comme une recherche qui s'intéresse à la nature de la pratique et qui mène à la création de connaissances pour la pratique, mais aussi pour la recherche. Une chose qui est importante de savoir aussi, c'est que dans ce type d'approche-là, souvent les intérêts et les questions de recherche, ils émergent de la pratique. Et en les liant à des problèmes observés sur le terrain. Donc, ils ne viennent pas des chercheurs en tant que tels, ils vont émerger de la pratique. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire dans ce projet-là. On voulait aussi adopter une approche qu'on appelle participative en s'associant à une organisation partenaire. Donc, ce type d'approche-là, centrée sur la pratique, évidemment, va souvent impliquer une collaboration entre des chercheurs et des organisations externes. Donc, ça a conduit à la création d'un partenariat entre chercheurs en design, donc moi et mon collègue, et une grande organisation du secteur public qui est la ville d'Edmonton. Pour faire notre collecte de données, on a utilisé principalement deux méthodes. La première consistait à organiser des rencontres avec les partenaires de la ville. Et puis, ces réunions ont été traitées un peu comme des entretiens non structurés, si on veut, où on discutait avec la ville de certains thèmes, mais où l'organisation dirigeait la discussion la plupart de l'agenda. Aussi, pour documenter notre démarche, capturer pour être en mesure de bien se souvenir de nos réflexions et garder une trace. Moi et mon collègue, on se réunissait toujours après chaque rencontre avec la ville. On a rempli un questionnaire, on pourrait appeler questionnaire d'autoréflexion, qui visait à discuter des différents aspects du partenariat, qui visait à différents aspects, regarder les différentes pistes de recherche et la démarche de recherche dans son ensemble. L'autoréflexion, c'est au cœur d'une démarche qu'on dit centrée sur la pratique. Ce questionnaire-là d'autoréflexion, on avait deux parties. La première, c'était destinée à saisir un résumé des activités elles-mêmes que vous allez pouvoir voir plus tard. Et puis la deuxième visait à recueillir nos réflexions, nos impressions générales, nos émotions, les améliorations potentielles dans notre démarche. Donc, ici, on voit une ligne du temps qui montre la conduite de la recherche, comment les choses se sont passées. Donc, vous pouvez voir que ça a duré 18 mois, cette phase de découverte, d'essayer de trouver des opportunités de recherche. Donc, c'est quand même assez long, de juin 2019 à mars 2021. Ça, c'est les grandes phases de la recherche qu'on a identifiées. Premièrement, amorce du partenariat. Ensuite, présentation des équipes des deux équipes. Ensuite, une phase d'écoute active et une phase finalement qu'on a appelée du concept à l'implémentation. On a ici aussi les différentes composantes de la recherche qu'on a identifiées à gauche, les étapes clés du partenariat, le bilan des opportunités pédagogiques, des opportunités de recherche, l'entente légale dont je vais vous parler aussi, et les étapes clés pour la ville. Donc, je vais parler plus particulièrement là, des différentes phases. Donc, l'amorce du partenariat. C'est en juin 2019 qu'on a fait un premier contact avec entre nous et la division qui s'appelle Business Performance and Customer Experience à la ville. Donc, une première réunion a été organisée pour déterminer est-ce qu'on serait intéressé à travailler ensemble. Donc, des deux côtés, on semblait intéressé de développer une telle collaboration. Donc, on s'est dit, OK, donc l'année prochaine, on va faire une série de réunions qu'on va appeler réunions de découverte pour essayer de démarrer ce partenariat-là. L'objectif des réunions serait d'en apprendre davantage sur les deux organisations, les objectifs de l'un et l'autre, tout en identifiant des possibilités de collaboration. Donc, ce n'est pas rare que les designers commencent un projet avec des problèmes mal définis, mais cette initiative était beaucoup plus ouverte que ce qu'on a habituellement quand on commence avec des problèmes de design. On n'avait pas encore de problèmes d'identifier ou de problèmes de recherche d'identifier. Donc, on s'est préparé à une période de découverte relativement longue pour permettre aux opportunités d'émerger, pour se laisser du temps.
Donc, de décembre 2019 à avril 2020, on a eu une étape de présentation des équipes de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les premières réunions ont servi à présenter les membres de l'équipe, leur place au sein de l'organisation, leur relation avec le partenariat potentiel. L'équipe initiale de la ville était composée de trois personnes, 4 personnes, le directeur de la stratégie de l'expérience client et de la conception de services, et 2 autres membres de sa section, le gestionnaire de la conception de services et un analyste de l'expérience client. Leur superviseur aussi, leur directeur est venu aussi à quelques-unes de nos rencontres. Au cours de ces premières réunions, les définitions du design, de la conception de l'expérience utilisateur ont été partagées avec eux et avec nous. On a chacun partagé nos définitions pour avoir finalement vraiment une compréhension commune de la discipline, des compétences et des méthodes pour être sûr qu'on parlait de la même chose. Ensuite, des idées générales de collaboration en matière de recherche et d'enseignement ont été partagées. Donc, on commençait à voir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser d'un côté et de l'autre. La ville nous ont dit qu'ils désiraient, par exemple, développer des compétences en matière de conception et d'expérience utilisateur au sein de leur organisation. Ils ont commencé à souligner qu'il existait plusieurs possibilités d'améliorer la prestation de services aux citoyens. De façon générale, ils cherchaient de l'aide pour mettre en place une vision plus centrée citoyen, centrée humain dans leurs équipes et dans leurs prestations de services. Donc, c'était un peu une brève introduction. Ça a amené rapidement à une première opportunité de collaboration pédagogique. Le programme de design de Makiwan, on préparait un nouveau cours de synthèse de 4e année qui dure 1 an pour les trimestres automne-hiver, où on est à la recherche de partenaires communautaires et de problèmes sur lesquels les étudiants pourraient choisir de travailler. Donc, la ville était motivée à trouver des projets potentiels qui pourraient convenir à ce cours et ont décidé de soumettre des projets. Je vous en parlerai un peu plus tard, là, des projets qui ont été soumis. Bon, après ces 2 premiers mois, le partenariat semblait bien se former, mais on avait besoin de plus de structure. Donc, par exemple, on établit que la ville établirait un ordre du jour plus clair, qu'il y aurait un président de réunion, des choses comme ça. Mais surtout, on a décidé qu'il fallait créer une entente plus formelle, une entente légale entre les 2 partenaires. La raison la plus importante pour ça, c'était pour clarifier la propriété intellectuelle du travail futur qu'on allait faire et les possibilités de diffusion d'informations en dehors des équipes de projet immédiates et au public pour la diffusion de la recherche. Donc, ces 2 dernières raisons répondaient à 2 préoccupations majeures, surtout de la ville, mais de nous aussi, la loi albertaine sur la liberté d'information et la protection de la vie privée et le désir de la ville aussi de protéger sa réputation. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Entre-temps, on s'est dit, OK, bon, là, il faut créer une compréhension plus approfondie de l'approche de la ville en matière de prestation de services. Donc, on a convenu de se rencontrer plus souvent. Donc, dans les 2 mois suivants, on s'est rencontrés chaque semaine. Et puis, la majeure partie du temps a été consacrée à des présentations par la ville, où ils nous ont présenté leur structure organisationnelle, leur cadre d'examen des services et de révision des services, leur plan stratégique pour les prochains 18 mois. Pendant les présentations, nous, on écoutait, on a posé des questions, ça a amené à des discussions, des réflexions. Et puis, on a fourni des commentaires, des conseils sur certains projets spécifiques sur lesquels la ville travaillait. Par exemple, ils sont en train de travailler à la révision et à l'évaluation du service sur le déneigement et le déglaçage des rues de la ville. Donc, oui, il y a aussi de la neige en Alberta comme au Québec et comme à Québec. À un moment donné, bon, après, vers la fin de cette période-là, on a voulu faire une évaluation du partenariat, donc le travail, pour voir si tout allait encore bien, si on voulait continuer.
à travailler ensemble. Donc, le travail d'équipe, pourquoi on a fait ça? C'est parce que le travail d'équipe est souvent central dans une approche participative. Et puis, comme tous les participants sont généralement considérés comme égaux, si on veut, les équipes souhaitaient que la relation soit examinée et négociée. Donc, les deux équipes ont convenu de consacrer une rencontre à l'évaluation du partenariat. Nous, on leur a demandé ce qui fonctionnait bien, ce qui pouvait être amélioré dans le partenariat. Jusqu'à maintenant, c'était assez positif. La Ville nous disait qu'ils appréciaient notre volonté d'écouter, de poser des questions, de comprendre leur contexte, de les aider de façon ponctuelle dans certains de leurs projets. Et puis qu'ils étaient convaincus qu'avec ce qu'on avait commencé, on pourrait apporter une expertise de recherche et d'information qui leur manquait dans leur branche. Donc, après ces 2 mois de présentation, de discussion, l'évaluation du partenariat, ça nous a amené à identifier, oui, effectivement, des opportunités, tout en faisant avancer des opportunités qui pouvaient aider la Ville, tout en faisant avancer notre programme de recherche. Donc, on va les aborder bientôt, là, les différents éléments. À peu près en même temps, peut-être une semaine après leur avoir vraiment présenté les différentes possibilités de recherche, discuté avec eux, alors que le partenariat allait faire une pause pour l'été, la Ville nous a informé qu'ils planifiaient que la Ville en général, pas seulement leur département, était en réorganisation complète. En plus, il pourrait y avoir des réductions budgétaires importantes, des mises à pied. Ils ne savaient pas trop si leur division allait exister encore ou pas. Donc, on s'est quitté pour l'été. Pour l'été, comme ça, ils ont dit à l'automne, on vous redonne plus de détails. Donc, à l'automne, on a recommencé les réunions. Donc, on s'est concentré sur démarrer les projets pédagogiques, mettre en place un peu les projets de recherche et l'entente légale là, sur laquelle on travaillait. Et puis, on ne voulait pas trop développer des nouvelles choses parce qu'on ne savait pas trop exactement là, comment la réorganisation allait se passer. Donc, ils nous tenaient à jour de la réorganisation tout au long de l'automne. Et puis, en février, ils ont pu nous présenter la structure finale de la réorganisation. Ça a quand même changé beaucoup de choses parce qu'on a certaines personnes qui ne travaillaient plus pour cette division-là, certaines nouvelles personnes qui sont arrivées, et ça a mené à la création de nouvelles divisions au sein de la Ville. Et puis, pour nous, pour l'équipe de recherche, c'était intéressant parce que ça amenait un positionnement pour le partenariat qui était plus large et plus global, parce que cette nouvelle branche-là était beaucoup plus large, beaucoup plus globale que la précédente, donc était responsable de toute la prestation de services de toute la Ville au complet. Donc, à la fin début du printemps, on a finalement signé l'entente juridique et on a convenu d'un plan pour travailler sur la première série de projets de recherche au printemps et à l'été 2021, donc au printemps dernier. Et donc, ça, c'est pour, disons, la ligne du temps là, de ce qu'on a fait. Donc, un bilan des opportunités de collaboration pédagogique et opportunités de recherche. Cette approche basée sur la pratique nous a permis de découvrir, oui, des opportunités de collaboration dans l'enseignement et dans la recherche. Aussi, au cours de nos réunions, de nos discussions, on a identifié beaucoup de possibilités de collaboration de manière générale. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû déterminer si ces opportunités étaient plus pertinentes pour la recherche, pour la pratique, ou pour la recherche, pour l'enseignement ou pour la pratique pure. Auquel cas, nous, on ne voulait pas participer nécessairement parce qu'on ne souhaitait pas reproduire le rôle d'un praticien. Donc, ça nous a amené à élaborer une série de règles pour déterminer le meilleur emplacement pour chaque opportunité qui est identifiée, ce qu'on va vous présenter aussi tout à l'heure. Donc, pour ce qui est des opportunités de collaboration pédagogique, ça a débouché sur des projets pour le cours de synthèse, comme comme je vous ai présenté précédemment. Donc, il y a 3 projets qui ont été soumis, tous liés à l'amélioration de prestations de services. Donc, il y a eu un projet de design environnemental, conception de la signalisation d'un nouveau service, un projet de design d'expérience utilisateur pour la reconception d'une plateforme numérique qui est utilisée à l'interne,
et aussi un projet plus de design d'information, de conception d'un modèle de formulaire pour la ville pour qu'ils aient des formulaires là, qui soient tous cohérents visuellement et aussi point de vue de la rédaction et de la stratégie. En parallèle, on aurait réfléchi, identifié des caractéristiques pour ce type de projet-là, pour des projets adaptés à l'intégration en classe. Donc, il faut qu'ils soutiennent les objectifs d'apprentissage d'un cours, évidemment. Il faut qu'ils soient assez simples pour être menés par des étudiants de premier cycle. Quand même, c'était important. Il faut que ce soit des projets bien définis avec des limites claires, par exemple la conception d'un projet précis. Et puis, il fallait que ça corresponde au calendrier du programme, c'est-à-dire session ou semestre, automne et hiver. Pour ce qui est des opportunités de recherche, ça nous a conduit à identifier beaucoup d'opportunités de recherche encore potentielles. Et puis, on les a regroupées en trois thématiques plus larges. Premièrement, collaboration entre le monde universitaire et l'industrie en design d'expérience utilisateur. Donc, cette collaboration-là nous a fait réaliser que ces types de partenariats sont très peu documentés dans le domaine du design et du design d'expérience utilisateur en particulier. Au sein de la ville, même de leur côté, c'est un territoire qui est inexploré. À la connaissance de l'équipe avec qui on collaborait, c'était la première fois que la ville développait un partenariat de ce type avec le milieu universitaire. Donc, un projet vraiment de collaboration, de partenariat, c'était la première fois qu'il y avait, à leur connaissance, qu'il y avait ce type de projet-là. Ensuite, design et transformation numérique, donc ça va un peu avec ce que Martin Boucher nous disait ce matin, que Québec.ca était dans une démarche de transformation numérique assez avancée. Nous, en fait, on s'est rendu compte que la Ville était en train de planifier une démarche de transformation numérique et qu'ils en sont au tout début de leur démarche. Donc, à plusieurs reprises, la Ville nous disait qu'ils souhaitaient en savoir plus sur la place du design, la place de l'expérience utilisateur dans cette initiative-là. Même si les concepteurs d'expérience utilisateur jouent un rôle important dans la mise en place de produits et de services utilisables, leur rôle dans les initiatives de transformation numérique est assez peu étudié. Donc, actuellement, ce qu'on a vu comme recherche existante sur la transformation numérique, ça nous provient principalement des domaines des technologies de l'information, des systèmes d'information, aussi de la gestion et du monde des affaires. Donc, et ça se concentre très rarement sur l'expérience d'utilisateur, l'expérience du citoyen et la place du designer d'expérience dans ces transformations. Donc, deuxième thème. Troisième thème, là, on revient avec ce dont Jacinthe nous parlait, l'écosystème. L'écosystème numérique ici, ou même l'écosystème informationnel, si on va aller de façon plus large, et visualisation de l'écosystème. Parce que la Ville possède un écosystème numérique évidemment très complexe et on a vu, et puis en discutant avec eux, on a vu qu'il y avait une absence d'une vue d'ensemble complète des points de contact existants pour la prestation de services, des différents canaux d'information et de la façon de communiquer avec les citoyens. Donc, ça rendait très difficile la prise de décision à un niveau plus global. Donc, ce besoin est devenu encore plus important avec cette nouvelle branche qui supervise justement la prestation de services dans l'ensemble de l'organisation. Et puis encore là, tout ce qui est recherche sur la représentation visuelle d'écosystèmes numériques, il y a certaines choses, mais il y a encore beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à faire. Mes collègues de l'Université Laval doivent être d'ailleurs au courant aussi, au courant de ça. Donc, pour ce qui est des caractéristiques d'un projet ou d'une thématique qui fonctionnait bien pour la recherche, ce qu'on a identifié, c'est que, notre objectif étant de créer des nouvelles connaissances par la pratique, c'était essentiel, premièrement, d'identifier une lacune dans les connaissances de praticiens et des chercheurs aussi, et de la recherche. Aussi, on s'intéresse plus à des problèmes complexes, larges, mal définis, de plus haut niveau. C'est intéressant pour nous parce qu'ils offrent un plus riche potentiel de découverte, aussi parce qu'ils peuvent offrir plus d'opportunités pour développer la recherche, pour développer plus un programme de recherche à plus long terme. Donc, cette première phase du partenariat a eu plusieurs avantages, plusieurs défis, plusieurs limites. Donc, ici, en 10 points, les éléments principaux qu'on a appris. Certains sont positifs, certains plus des défis, certains un mélange entre les deux.
Donc, premièrement, perspective interne. Cette approche participative a fourni une perspective approfondie qui serait difficile à obtenir à partir des écrits, seulement d'écrits scientifiques ou d'une approche de recherche plus conventionnelle où les organisations sont étudiées d'un point de vue plus externe, puis un peu plus avec plus de recul, si on veut, et de façon moins approfondie. Par contre, obtenir la perspective d'une seule organisation, ça pourrait aussi signifier que les opportunités identifiées vont être pertinentes uniquement pour cette organisation et vont être plus difficiles à généraliser. Donc, comme nous, on était conscients de ce biais potentiel, de cette limite potentielle, on a utilisé beaucoup la littérature existante pour soutenir les thèmes de recherche qu'on identifiait ou les projets potentiels. Les thèmes identifiés précédemment et surtout les besoins organisationnels et informationnels qui en découlaient semblaient partagés aussi par d'autres organisations et il semblait qu'il y avait une certaine généralisation des thèmes qu'on a identifiés plus haut, que ce soit possible à faire. Donc, c'est également une des raisons pourquoi on voulait que les opportunités potentielles soient suffisamment larges pour pouvoir s'appliquer à d'autres organisations. Ensuite, rapprochement entre la recherche et la pratique, donc créer des ponts entre la recherche et la pratique grâce à des projets concrets. Donc, travailler sur un projet réel, travailler sur un projet avec une organisation partenaire, ça voulait dire qu'on devait travailler dans le cadre de leurs contraintes, leur terminologie, apprendre leur structure, leur catégorisation, utiliser leur logiciel même. Donc, le fait de travailler dans le cadre de ces contraintes-là, ça a pu rendre les résultats plus susceptibles, ou pas les résultats, mais les opportunités plus susceptibles d'être pertinentes aussi pour d'autres praticiens. Ensuite, partenaire en tant que prolongement de l'équipe de recherche. Donc, au fur et à mesure que le partenariat s'est développé, la Ville est devenue une extension de l'équipe de recherche. Ils ont été en mesure d'offrir des perspectives du point de vue de leur point de vue. Donc, comme les membres de l'équipe viennent de d'autres domaines que le design, de milieu des affaires, gestion, informatique, ils ont pu offrir une perspective multidisciplinaire qui a enrichi les discussions, élargi les possibilités. Du côté de l'équipe de la Ville, ils ont également eu accès à des ressources externes au projet, à notre équipe, à notre petite équipe immédiate. Donc, ils ont pu s'adresser à d'autres personnes de l'organisation selon les besoins. Ils ont pu obtenir des informations, des perspectives, des conseils pertinents. Par exemple, pour l'identification de projets pour notre cours synthèse, ils sont allés dans leur organisation, mais à l'extérieur de notre groupe, de notre petit groupe de recherche, groupe de partenariat. Ensuite, démarche graduelle et non linéaire. Donc là, c'est sûr que je l'ai présenté de façon linéaire. C'est dans une présentation comme ça, c'est difficile de faire autrement. Mais la mise en place d'un partenariat participatif avec une organisation, ça peut prendre du temps. Surtout lorsque c'est la première fois pour les deux parties et qu'aucun programme de recherche clair et spécifique a été établi au début de la collaboration. Le lancement d'une telle collaboration, ça exige des deux parties qu'elles soient patientes, compréhensives, flexibles, ouvertes à différentes opportunités. Les idées de chacun sur le partenariat, sur les possibilités de recherche, ils ont évolué d'une semaine à l'autre et vont continuer à évoluer à mesure que le partenariat va se développer parce que là, bon, c'est 18 mois-là, mais le partenariat continue. Par exemple, notre période dite d'écoute active a été extrêmement précieuse, mais aussi très exigeante de notre côté pour mon collègue et moi, parce qu'on a dû, premièrement, intégrer une quantité importante de nouvelles informations, construire un modèle mental pour une organisation qui est assez complexe, déterminer ce qui pourrait être pertinent pour notre programme de recherche, tout en essayant d'identifier un projet concret sur lequel collaborer qui pourrait être intéressant pour eux. Donc, c'est assez complexe. Pendant plusieurs mois, il y a aussi une grande période d'incertitude quant à ce que serait le rôle de l'équipe de recherche. Est-ce qu'on pourrait trouver des projets communs? Est-ce qu'on pourrait trouver des thèmes? Au début, on n'était pas certain. Ah oui, ah non. Bon, et puis finalement, on a fini par en trouver. Mais disons qu'il a fallu y croire, si on veut, et puis s'accrocher et puis continuer à travailler avec eux. Ensuite, négocier et définir les rôles. Dans le cadre d'une collaboration,
de ce type-là, les rôles et les responsabilités ne sont pas toujours clairs, ne sont pas toujours bien définis que dans des partenariats plus traditionnels de type client-praticien ou chercheur-participant. Donc, la distinction entre le chercheur et l'organisation partenaire n'était pas toujours claire, mais il fallait être capable de vivre avec ça. C'est généralement le cas dans ce type d'approche-là. Ensuite, l'élaboration d'une entente juridique écrite, d'une entente légale écrite et claire avec un organisme a été un élément clé pour nous aider à construire et à formaliser cette relation. Donc, les deux organisations partenaires sont de grande taille, donc ils disposent de services légaux, services juridiques qui sont généralement peu enclins à prendre des risques. Donc, il a fallu plusieurs réunions, plusieurs itérations pour répondre aux besoins ouverts de nos deux équipes, de notre équipe. Et à l'atténuation des risques aussi souhaités par les services juridiques. Donc, bien que la rédaction de ce type d'accord puisse prendre beaucoup de temps et impliquer beaucoup d'allers-retours, le document a établi vraiment des limites et des attentes claires et une compréhension commune du partenariat. Donc, par exemple, pour nous, ce qui était important, c'était la propriété intellectuelle et la diffusion de la recherche. Et puis, nous, on souhaitait conserver notre propriété intellectuelle et pouvoir diffuser nos travaux sans limitation de contenu ou d'audience. Donc, bien que la Ville soutenait ses objectifs, et finalement, on a réussi à permettre à l'équipe de conserver notre propriété intellectuelle, le contrôle de tous les résultats de recherche, la Ville devait également protéger leur réputation. Donc, on a certaines clauses qui font qu'on doit, oui, effectivement, demander à la Ville pour nous assurer qu'il n'y a pas d'atteinte à leur réputation. Une minute. Donc, oui, parfait. Donc, j'ai presque terminé. Donc, ça veut dire ça que oui, on a un accord qui est très précieux, c'est parfait, mais il y a beaucoup de zones de flou, de zones d'ombre. Donc, il faut également développer un sentiment de confiance mutuelle, de valeur partagée, de réciprocité. Et pour terminer, la réorganisation de la Ville, nouvelle division pour accueillir le partenariat, ça a entraîné une forte incertitude pour l'avenir du projet, mais donc on a appris qu'on devait être prêt à faire face à des imprévus dans ce type d'approche-là. Moi et mon collègue, qu'on ne pouvait pas prévoir là, au départ. Et pour la Ville, il y avait une forte volonté de poursuivre le partenariat, donc je pense que c'est ça qui a fait qu'on a été capable de le faire. Donc, voilà, malgré de nombreux défis, on pense que jusqu'à maintenant, c'est très positif. Ça a permis d'identifier des opportunités de recherche, opportunités pédagogiques. Et puis, bon, là, ici, cette phase s'est terminée au mois de mars-avril, mais on a un premier projet qui s'est déroulé avec eux au printemps dernier, là, de représentation de l'écosystème numérique, de l'écosystème informationnel, justement. Donc, voilà, c'est ce qui conclut. Avez-vous des questions pour nous? Et j'ai mon collègue ici, Robert, qui vient de se joindre à nous. Hi, Robert. Merci beaucoup, Isabelle et Robert Antruchot. Merci, Isabelle, pour la communication. Véronique, je pense que tu... Oui, j'ai quelques remarques. Tu peux départager l'écran? Ah, oui. S'il te plaît, tu peux y aller. Donc, j'ai trouvé que votre travail rentrait complètement en écho avec ce qui a été dit ce matin pendant la table ronde, à savoir définir des principes d'orientation, à savoir construire des ateliers, développer de la coopération. Et j'ai trouvé formidable que ça soit à ce point en écho, et également que les curriculums de formation soient nourris par ce terrain-là. Et mine de rien, c'est quand même un changement de paradigme, puisque auparavant, l'université était au-delà de tout ça, entre guillemets, et que là, le curriculum de formation se nourrit de cette construction en route. Alors, donc merci pour ça, pour ce témoignage et ce travail, qui est un travail qui est laborieux, qui est lent, qui demande de convaincre, et j'imagine que le doute doit être souvent là. Mais le travail a avancé. Et je me disais, est-ce que, parce qu'il vous a fallu une bonne année pour que ça se construise ensemble, d'où le mot coopération qui me paraît fondamental. Ce n'est pas vous qui saviez, ce n'est pas eux qui savaient, c'est au fur et à mesure une découverte, une construction partagée. Est-ce que ce délai d'un an n'est-il pas incompressible? Même s'il y a généralisation, il y a comme une acculturation partagée. Je ne sais pas si… Oui, peut-être je peux juste traduire rapidement pour mon collègue.
So Veronique is asking if would that 18 months, could we compress it? Or if we really needed to have this kind of a year to 18 months to really understand the organization. Donc, peut-être je peux commencer. Bon, je dirais que oui, effectivement, le 12 mois, 18 mois, c'était nécessaire parce avec le temps, notre réflexion avançait et puis on pouvait... c'est à mesure de petites discussions aussi après et puis de maturation, oui, effectivement. Robert, I don't know, do you want to... Yeah, I think the simple You don't answer know what is I that said, if we weren't teaching as much, we could absolutely compress it. But it's just our teaching load makes it really difficult to do it any quicker than we had to. Mm-hmm. Oui, effectivement, avec, c'est ça, tout l'enseignement, bon, vous savez comment ça se passe, professeur d'université, c'est difficilement compressible aussi de ce côté-là, ouais, effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que ça faisait partie du processus. Oui, je suis d'accord. Oui. Que dans la volonté de le généraliser auprès d'autres villes, c'est quelque chose qui est dans le mécanique. On ne peut pas faire autrement, en fait. Oui, je pense que peut-être ça pourrait être plus rapide pour quand on arriverait dans une seconde ville ou dans une seconde organisation. Par contre, il y a certaines choses, je pense par exemple, l'entente, plus rapidement, on arriverait à cette entente-là. On connaîtrait peut-être un peu plus la démarche, si on veut. Donc, ça a pris peut-être un peu plus de temps parce que c'est la première fois, mais effectivement, ça prend du temps. Je profite de faire du pouce là-dessus parce que Céline Baudette avait envoyé une question où elle disait « À partir de ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous feriez autrement? » Donc ça... Okay, so Robert, they're asking, now with everything that we've learned, what would we have done differently? Le micro de Robert. Your microphone. Just make sure. Son microphone est filmé. Not a lot. I feel like it's complex. You're working with an organization that's 20,000 people and they're going through reorganization on their end, then working with their legal department. I feel like we did a pretty darn good of managing the complexity of this project. So I was in general, I'm really happy with where this has gone in the 18 months. It's actually exceeded my expectations. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Robert dit oui, effectivement, on est assez satisfait de comment ça s'est passé. Il y a certaines petites choses, par exemple, on se disait, on a fait seulement une rencontre d'évaluation du partenariat. Bien, ça, c'est peut-être le genre de choses qu'on aimerait faire au moins 2 fois par année, peut-être 3 fois par année, juste pour vraiment prendre le temps de discuter. Est-ce que ça va bien, le partenariat? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait changer, des façons de faire qu'on devrait améliorer? Donc, peut-être ça, discuter un peu plus du partenariat en tant que tel, là, je pense que ça serait une chose qu'on pourrait améliorer. Isabelle, merci de la réponse. Isabelle, Jacinthe a posé une question qui était assez proche de celle de Céline parce qu'elle dit si c'était à recommencer, feriez-vous certaines choses autrement? Auriez-vous des conseils pour ceux qui voudraient faire de même? Donc, je pense que ça, tu y as répondu, mais tu pourras toujours y revenir. Une autre question de Jacinthe, c'est pourriez-vous nous donner un exemple de projet concret sur lequel vous avez collaboré ou sur lequel vous allez collaborer avec la ville? Mm-hmm. Okay, so Jacinthe is asking us if there's a specific project that we are going to work on or that we have worked on. Maybe I can talk about that. Donc oui, en fait, c'est ça, au printemps dernier, on a travaillé à un projet de visualisation de l'écosystème numérique, l'écosystème informationnel de la ville. Donc, ça s'est traduit, on a engagé une étudiante pour travailler avec nous et puis elle a fait un inventaire de tous les canaux d'information, tous les canaux numériques. Donc, tous les réseaux sociaux, les Facebook, les Instagram de la ville, les différents sites web, on en a répertorié peut-être, je ne sais pas trop, 200, 300 différents. Et puis, eux, ils n'étaient même pas au courant juste de cet inventaire-là. Ils ne l'avaient pas. Et puis après ça, on a travaillé à le représenter, donc visuellement, cet écosystème-là, à quoi ça ressemblait.
OK. Et si est-ce qu'il y a quelque chose que vous rajouteriez quand elle dit, avez-vous des conseils pour ceux qui voudraient peut-être faire de même? Oui, bien, je pense qu'une chose pour nous qui est centrale, c'est cette entente-là qu'on a avec eux, où on a dû vraiment, il y a eu beaucoup d'allers-retours parce que nous, on voulait vraiment conserver la propriété intellectuelle et on voulait pouvoir avoir le droit de diffuser donc le résultat de nos recherches. Donc, ça, c'était pas dans leur gabarit de base de ces ententes-là. Donc, il a vraiment fallu qu'on négocie, qu'on discute avec eux. Puis finalement, mais oui, on a le droit, on garde toute la propriété intellectuelle, on leur donne le droit d'utiliser les documents, mais s'ils doivent le communiquer publiquement, par exemple, ils doivent nous demander une autorisation écrite parce que si, par exemple, cet écosystème informationnel qu'on a fait, si on l'a présenté nulle part jusqu'à maintenant, si on ne l'a pas présenté dans des colloques scientifiques, si on n'a pas publié, est-ce qu'on est à l'aise à ce que ça soit présenté publiquement par eux? Donc, on a négocié qu'il faut qu'ils nous demandent l'autorisation pour ce genre de choses-là. Donc, ça c'est important, sachant que c'est quand même, il y a beaucoup de zones de flou. Donc, par exemple, là, ici, on est juste nous deux à parler, mais dans l'article, il y a aussi un auteur qui est de la ville. Donc, on a essayé de les inclure justement dans notre démarche de diffusion puis de publication. Là. Comme c'était en français, en plus, aujourd'hui, c'est sûr que là, c'était pas évident pour eux, mais pour l'article, il y a au moins une personne de la ville là, qui collabore à l'article avec nous. Et une sous-question de ça, c'est est-ce qu'ils vont vous demander de relire tout ce que vous allez publier? So she's asking. No need to translate. It's okay. Thanks. Donc, oui et non. Dans le sens où, là, on est dans justement la zone d'ombre. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de les intégrer dans notre démarche de diffusion. C'est qu'à chaque fois qu'on fait des présentations, comme là, ils savent qu'on est là aujourd'hui, ils ont lu notre article, ils ont fait des commentaires dessus. Donc, à ce moment-là, effectivement, ils peuvent nous dire ce qu'ils en pensent. Et puis, idéalement, eux aussi, ils aimeraient mieux que ça ne monte pas à leur département légal, puis parce que là, ça peut commencer un cycle sans fin. Là. Donc, pour l'instant, bon, c'est notre première communication à ce sujet-là, notre premier article. Ça se passe bien. Après, pour les autres, on y va à la pièce. Et à un moment donné, tu as parlé du questionnaire d'autoréflexion, que j'ai trouvé très intéressant d'un point de vue méthodologique. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensiez que ça serait intéressant qu'eux-mêmes pratiquent le questionnaire d'autoréflexion? Je pense que oui. Ça serait intéressant. Là, au départ, on ne voulait pas trop déjà, on ne savait pas, nous, si ça allait nous être, à quel point ça allait nous être utile ou pas. Et puis, on ne voulait pas les enterrer non plus. Donc, mais dans l'idéal, oui, je pense que ce serait bien si eux aussi, au moins peut-être une personne, remplissait ce questionnaire-là, ouais, effectivement. Ouais. Merci. Est-ce que ton collègue voudrait rajouter quelque chose? Peut-être, oui. So Veronique was asking if like the autoethnography questionnaire that we were filling, should the organization fill it as well? You know, in an ideal world, should we ask them to fill it? So I told them, yeah, that in an ideal world, yes, but we don't want to kind of burden them too much. So I don't know if there's anything you want to add. Your mic is muted. I would agree that it's I think in an ideal world it'd be good, but they've been so busy on their end that it's tough to organize that. But it's something that we could look at going forward. Oui, ok, merci. As-tu une autre question? Parce que j'en vois pas d'autres du public. Sinon, on va vous remercier infiniment de votre présentation qui est intéressante, originale, créative et qui montre bien en fait qu'on change complètement de paradigme et qu'on essaye vraiment de faire en sorte que la recherche puise au terrain, le terrain puise à la recherche et que maintenant on est vraiment dans une boucle sans fin, mais que c'est plus l'un ou l'autre. Et ça intègre à l'enseignement aussi. Pour nous, c'est les trois ensemble qu'on essaie. Là. Absolument. C'est comme s'il y avait une démocratisation de la recherche.
Elle est plus ailleurs, elle est dans la vie. Exactement, elle est intégrée et on espère va pouvoir être utile aussi à la vie réelle. Absolument. Alors, merci mille fois pour votre présentation. La prochaine présentation sera celle d'Andréane Fortin sur le sweater, que vous connaissez bien vous aussi en tant que designer. Alors, merci mille fois.